the tone, you will be the 24th person to join the meeting. Joining the meeting. Allô? Oui, un moment de silence, merci. On m'a expliqué que les micros ici sont très sensibles, donc essayez de, s'il vous plaît, de ne pas faire des petits bruits clés, même des clés. Ouais, c'est vraiment sensible, vraiment très calme, sinon ceux qui sont à l'extérieur vont entendre. Ouais. C'est une petite différence contre la dernière fois où on a essayé de faire une présentation où on n'entendait rien. Donc, ça n'entendait rien, c'est très sensible. Bon, on est très nombreux aujourd'hui. C'est un plaisir de vous voir tous ici venir nous joindre à une présentation Elasticsearch. C'est un sujet très intéressant. Dominique Boislet a pris la charge il y a quelques mois. Il était super intéressé. Il vous fait des formations, avoir plein d'expériences, amener tout le monde dans cette technologie. J'ai dit, OK, à ce moment-là, on va faire un lunch à l'un, pourquoi pas. Et on a eu la chance d'avoir le centre d'innovation qui était disponible. C'est supposé d'être demain, mais malheureusement, on a pris possession de la salle. Donc, on a bougé à aujourd'hui. Tout ceci dit, Les gars, on attaque. Bonjour. à toi de pencher. Alors, j'essaie de vous parler un peu de Elasticsearch et de vous dire un peu comment, et de renier un peu les gens qui l'utilisent, parce que beaucoup de personnes l'utilisent au sein de CGI. Dans leur coin, bon, j'ai rencontré certaines personnes dont l'idée c'est de partager un peu les expériences avec des USB très simples, très classiques, c'est de donner aux analystes une idée de ce que c'est qu'Elasticsearch. Joining the meeting. Michel Leblanc. Quel est le contexte d'utilisation? Et on a la chance d'avoir deux personnes de l'Elasticsearch qui sont avec nous, avec lesquelles on travaille sur un partenariat, qui vont aussi faire une annonce à la Quitte fin. la conférence. Baissez le volume. Donc, alors, on va faire 4 use cases. Non, ils n'apparaissent pas. Voilà, ils apparaissent, mais c'est un peu... Non. En cours de connexion à la La conférence. recherche, il y a IT Management, Monitoring et les New Features. La recherche, le bas de la recherche, on a la chance d'avoir Martin Le Tabel qui vient de Toronto, qui va vous parler un peu de ce que GTO fait en utilisant Elasticsearch en dessous. Il est là, Martin. Bourgeot, un de nos collègues de Bell, qui va parler de tout ce qui est monitoring, vous expliquer un peu comment Bell l'utilise. Et après, à la fin, on aura Donnelly, qui est architecte à Elasticsearch, qui va donner un peu une idée de quels sont les différents features qu'on a participé dans ces use cases. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on va faire. Donc, Joining the meeting. La partie overview de Elasticsearch. C'est quoi Elasticsearch? On en parle beaucoup. Là, on parle maintenant d'Elasticsearch. C'est un regroupement de solutions. Il y a plusieurs solutions mises ensemble qui permettent d'offrir un certain service. Mais le cœur de ça, c'est Elasticsearch, qui est un moteur de recherche, une extraction qui est aujourd'hui considéré comme le plus populaire au monde. Ça signifie quoi? Ça soit parce que ça cherche vite, ça cherche rapidement et ça cherche bien. Ça, c'est Elasticsearch. Quand vous allez par exemple, sur eBay, vous commencez à taper un mot, ça vous ressort sujet, suggestion, ça peut chercher des terrains de données, ça, c'est grâce à Elasticsearch. Donc, ça, c'est un peu le moteur de recherche sur lequel Elasticsearch appartient à un ensemble de solutions et qu'on peut toujours utiliser nous-mêmes. C'est-à-dire, quand on est en tant que consultant, on connaît la technologie, non, c'est ce qui a de mieux apporter au client. Donc, une fois qu'on connaît que c'est le moteur de recherche qui existe, on peut bâtir nous-mêmes différents types de solutions pour le client selon qu'il cherche la recherche et le monitoring. Donc, Elasticsearch a développé au fil du temps plusieurs niveaux d'intégration. Comment on amène les données sur Elasticsearch qui est le cœur aussi. Il faut prendre les données chez le client. Ça peut être des données, on veut monitorer par exemple les différents serveurs. Ça peut être là, on parle de métriques. On veut monitorer les applications. Là, on va parler d'APM. Joining the On meeting. veut monitorer le réseau. C'est un peu des petits agents qu'on installe sur les objets qu'on veut monitorer. Donc, sur les ordinateurs, on va installer des petits agents qui vont envoyer soit directement Elasticsearch, qui sera le noyau dont je vous ai parlé, soit si on veut les transformer, par exemple, on veut avoir une adresse IP et savoir où ça se trouve dans le monde, transformer l'adresse IP en coordonnées géospatiaux, on peut passer par un transformateur qui s'appelle Elasticsearch. Donc, c'est un peu le pipeline d'Elasticsearch. Mais maintenant, Elasticsearch, c'est juste un moteur d'indexation. On peut avoir des appels web, et c'est beaucoup les techniciens qui l'utilisaient. Mais ils ont fait une interface qui s'appelle Kibana, qui permet de venir observer comment ça fonctionne, faire des tableaux de bord, extraire des données ou faire un peu du business analysis ou même
du ML, machine learning. Donc, je parlais par exemple de tout ce qu'on peut prendre au niveau de bits. Et ça, là, on a différents types de bits. On appelle les bits Windows. On va récupérer les musiques de Windows. Ça existe. Il y a énormément de bits qui sont développés. Nous-mêmes, on peut développer nos bits selon l'agent qu'on veut monitorer, soit une application, soit un système, soit un réseau. C'est différents bits qui existent. Et donc, au niveau de l'architecture, quand vous regardez un peu au niveau de l'architecture, on a la stack qui est là. Mais voilà les différents bits qu'on peut monitorer au niveau des applications, des containers, des networks, messagerie, des objets, des bases de données, tout ce qui est sécurité. On peut avoir des petits agents qu'on installe dessus, qu'on fait monter au niveau de Elasticsearch et qu'on peut monitorer en plus. Et au niveau de l'entreprise, ça c'est plus au niveau de l'architecture, qui vous montre un peu la même chose que je disais, les bits, qui peuvent aller là, qui peuvent passer par leurs tâches, et en fait, qui va là, qui permet de délivrer le service. Et donc, sur la base de ça là, c'est tout ce qu'ils ont développé. Elasticsearch a pris les 3 dernières années, là où Richard, vous dira ça dans le cadre. Ils ont fait le pli de construire des solutions tout à l'heure. On dit, OK, on a chaque morceau. Maintenant, nous, on va aller à un niveau de on va proposer des services tout à l'heure utilisateur. Vous voulez la recherche, plus la peine d'installer des sites et tout. Nous, on va vous offrir des services tout en un que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. On a parlé de recherche, application search, seed search, enterprise search, le logging, le script VPN, tout ça. Moi, je vais vous montrer un peu l'exemple de ce que la recherche fait. Et après, les autres vont vous montrer comment elle s'utilise. C'est vraiment très simple, des solutions clés en main qui peuvent vous permettre rapidement de faire des preuves de concept, de valider des intérêts des clients ou d'avoir une vision claire sur comment est-ce que la recherche peut être faite dans une marketing. Ça, on va faire au niveau de la recherche. Que j'ai mis à trois niveaux. Vous allez voir. Là, j'ai un site internet, je vais faire la recherche. Pardon. Je pense à l'exemple. En cours de connexion à la conférence. De CGI. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça s'appelle, vous allez chez Elasticsearch, vous avez ce qu'on appelle Seed Search, c'est une solution. Donc, là, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer un peu comment j'ai fait ça en 2 minutes, sauf le concept. Donc là, je suis allé créer un compte. Je dis, je vais créer un index, un nouvel index. Je prends le site de CGI. Leaving the meeting. Je veux faire l'interne, je veux prendre un interne. Je récupère le site et après, j'indexe le site. Donc, il va récupérer toutes les pages du site et indexer tout le site pour me permettre d'avoir un moteur de recherche. Globalement, c'est ce que je vais faire. Et après, je peux prendre ça là, je l'intègre directement sur le site de CGI. Donc là, je suis en train de faire l'indexation. Je donne le nom de l'index, je donne l'URL. Il va faire quoi? Il va faire un mapping complet du site internet en retenant l'URL, mais aussi le contenu. Voilà. Donc là, il est en train de faire le mapping du site internet avec ça. Ça, je le fais selon que le site est plus ou moins grand, là, ça peut prendre plus de temps pour avoir l'occasion de le faire vous-même. Donc, à chaque page, il va parcourir tout le site, il va l'indexer, et après un certain temps, donc là, je pense un peu la vidéo, ça m'a mis, je pense, 20 minutes pour le site du CGI. Non, 10 minutes, donc, après un certain temps, on a l'index CGI qui est créé et qui permet, là, il est en train d'en CGI. On peut avoir plusieurs index. Là, c'est sur la partie où est l'adresse, c'est apmsuitetime.com. C'est une compagnie qui a été rachetée par Elasticsearch pour pouvoir intégrer ça parce qu'ils travaillent déjà avec Elasticsearch. Voilà. Donc là, je suis là, j'ai créé l'index. Donc là, je peux faire des recherches dessus. Et vous allez voir, je fais des recherches, ça fait comme vous disiez en temps réel, dessus, tout le site de CGI qui est accessible. Je pourrais le faire sur Synergie en mettant un accès en interne, qui aura un accès. Je le ferai, ça me prendrait une journée pour le faire. Pour rajouter un moteur de recherche Synergie, CGI, avec un Elasticsearch qui sera interne dans le Donc, vous voyez, il indexe à la fois le contenu, mais l'URL aussi que vous avez en cliquant sur le document, d'aller accéder à la page. Donc, ça, c'est par exemple Seed-Search. Donc, ça, c'est un exemple de comment est-ce que on a une solution. Joining the meeting. On pourrait développer nous-mêmes avec Elasticsearch. Ça, c'est une partie de recherche pour vous montrer un peu le temps réel qui se passe. Voilà. Donc, normalement, je fais encore une troisième recherche sur tout le contenu accessible du site de CGI.
Donc après, en dessous, vous allez voir ici, je peux faire de l'analytique, je peux monitorer, mais aussi je peux aller l'intégrer directement sur un des sites que je veux. Je peux l'intégrer directement sur mon terrain. Donc ça, c'était la recherche Site Search. Ça s'appelle Elasticsearch Search. Je peux avoir aussi appliqué Search. Donc j'ai une application quelconque, je veux mettre un moteur de recherche dessus, une application de e-commerce ou une application de recherche, comme celle qu'on a déployée à la ville de Montréal, par exemple, qui s'appelle Micro, et qui utilise aussi un back-end Elasticsearch, donc qui permet de faire des recherches ici sur des millions de données avec des États-Unis. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai pris, l'exemple de Nucleus. Leaving the meeting. Avec Michel, un petit pour le déploiement d'une solution de gestion documentaire à la ville de Montréal. C'était justement la solution Nucleus qui utilise en back-end le moteur de recherche Elasticsearch, mais qui développe toute la partie interface, dessus que je vous ai proposé aujourd'hui aussi en clé en main par Elasticsearch. Donc, voilà un peu typiquement la recherche. Vous voyez, quand on va faire la recherche, on est toujours dans la recherche temps réel, que ce soit, ça c'est sur des métadonnées. Vous voyez, ici, ça va faire vraiment, on peut avoir des, à la ville, on avait peut-être, on avait, dans la phase de concept, près de 2 millions de documents. On arrive à faire des recherches temps réel, au niveau de tous les types de documents, de tout type de métadonnées. On arrive à avoir des formulaires avec une trentaine même de métadonnées là qui peuvent permettre de faire des recherches temps réel en de paramètres. Donc, ça, c'est une application Joining the meeting. de la GED qui a utilisé le moteur de recherche. Ça peut être une application mobile, une application en interne que vous avez qui a un besoin de recherche que vous intégrez la partie Enterprise Search avec la capacité de l'application. Donc ça, c'était ça. Et en version bêta, récemment, Elasticsearch a lancé ce qu'on appelle Enterprise Search. Enterprise Search, c'est juste quoi? Que vous imaginez, on a tous au moins 3 niveaux de stockage. On a des données de drive, sur ma machine personnelle, on a des données sur notre machine ordinateur, on a des données sur notre téléphone. Et des fois, on a des données sur un autre cloud. Donc, comment fait une entreprise quand elle veut proposer un moteur de recherche, une interface de recherche unifiée pour tous ces types d'histoires? Ça, c'est Enterprise Search. Dans la version bêta, là, comme moi, j'ai commencé à le tester. C'est quoi? C'est, je permets, il y a une seule interface aux utilisateurs de rechercher dans différents types de données, que ce soit le Drive, que ce soit Microsoft, que ce soit Azure. Tous ces utilisateurs vont avoir la même expérience. Il y aura différents types de documents ici, et y compris sur GitHub, Leaving the meeting. sur Jira. Je peux intégrer tout ça et permettre aux utilisateurs une seule interface de faire des recherches, moitié, tous ces documents-là. C'est pas quelque chose de bien, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. En version bêta actuellement, je vous dirai quand ça va passer en version dans les mois qui viennent. Voilà, donc moi j'ai bien aimé ça, j'ai testé ça. Vous pouvez le détailler aussi en normal, il n'y a pas de package. Mais ça marche très bien. Donc, voilà un peu les différents aspects de recherche dont je voulais vous parler par rapport à Elasticsearch. Ils appellent ça Elasticsearch aujourd'hui parce qu'ils ont acheté ça des produits. Mais vraiment, le cœur, c'est Elasticsearch. On peut le open source, on peut le déployer en interne. Il y a certaines features qui sont payantes, donc très intéressantes qui vont nous présenter. Mais on peut le déployer en cloud aussi. On peut faire des trucs qu'on peut faire avec les clients. Donc, on va nous plus rapidement. Donc, ça, c'est pour ma partie. Donc, je passe la parole à ma En cours de connexion à la conférence. Voilà, c'est moi, je viens de GPO, puis on avait à peu près la même problématique à GPO. On fait l'opération de et on avait une problématique comment ingérer une base de données en pseudo-PS et pouvoir aussi faire une machine learning, des événements, qu'il faut prendre, de façon automatique. On a développé une plateforme aussi, on sait présentement dans le marché, toutes les IT commencent à se décentraliser, on a du legacy infrastructure qui est dans les data centers des clients, on a dans les data centers de TGI, on a dans le cloud, etc. On a commencé une plateforme qu'on appelle Hybrid IT Management. Ce qu'on voulait naturellement
aujourd'hui, je pense que la vitesse, l'agilité, etc. est une clé qu'aujourd'hui toutes les entreprises recherchent. On cherchait à régler des choses comme que le côté de sécurité, le côté savoir en temps réel dans quel état qu'on est. Autant la position de productivité, en position de location, performe les actions d'affaires en temps réel. Naturellement, c'est le fun d'avoir ingéré toutes ces données-là, mais aussi il faut savoir comment voir les tranchées, un peu d'intelligence. Le côté insight, c'est souvent nous autres on appelle machine learning. Le chauffage. L'intégration, naturellement, les grandes organisations ont souvent des projets de management, un paquet de change, de release, etc. Naturellement, on veut que ça soit levé, les autorités, les entreprises de l'intégration du service management, même en automatique, on doit savoir que toutes les automates, qu'est-ce qu'ils font. C'est pas parce qu'on a remplacé un humain par un automate qu'on laisse les automates dessus. C'est naturellement le même temps. Si on regarde par rapport à la représentation de données, on n'est pas différent. Naturellement, on a besoin d'un paquet de métriques à ingérer pour savoir en temps réel de ce qui se passe sur Internet. Si on regarde, on explose un peu. Côté sécurité, on a développé le côté d'accès. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qu'on appelle DevOps, CI/CD, etc., qui ont besoin d'accès à l'environnement de production. Comparé à avant, il y avait juste les opérations en tant que telles de l'accès. On a développé une solution de privilege access management. Comment donner, just in time, un accès pour donner accès à un certain environnement autorisé. Là, un exemple d'un change autorisé versus un accès permanent. Il y a toute une solution privilege access management. Et il y a un côté audit aussi pour toute la méthode, naturellement, gérer, etc. Le côté sécurité, naturellement, c'est la bête noire de toutes les grandes organisations. Aujourd'hui, je pense que ça accélère, etc. On regarde les operating systems, soit des mises à jour, même des mises à jour. Je pense que ça doit être complet à tous les fois. On installe l'OS et même du point de vue applicatif, c'est déjà parti. On installe les applicatifs quasiment tous les mois. Parce que côté où on est, c'est quoi notre position, etc. Donc, ici, configuration, gestion de la configuration. Donc, on a même un concept qu'on appelle Desire State Configuration. On veut savoir en temps réel c'est quoi le Desire State qu'on veut dans l'environnement. Être sûr que l'environnement est dans l'état de Desire State. Puis, s'il y a des déviances, on veut les savoir en temps réel c'est quoi les déviances et réappliquer les correctifs. Un point de protection, naturellement, il y a tout le côté sécurité de l'accès. Si on regarde un peu un exemple d'architecture de Patrick, on a une instance où c'est le corps de l'application. En autres, là-dedans, il y a un Elasticsearch. Au côté, nous autres, on appelle notre data lake. C'est où on ingère toute la grosse masse d'informations. Mais aussi une problématique, un client qui est worldwide, comment on fait pour réaliser toute l'information et l'amener dans un contexte. On a appelé ça, on a des équipements, un virtual appliance qu'on appelle RSD, Remote Service Box. On le déploie à tous les sites pour une certaine concentration pour pouvoir agréger toute l'information. Si on continue, bon, il y a le côté provisioning, mais aujourd'hui, c'est secret pour personne, mais il reste quand même de jour en jour, on a besoin de plus en plus d'environnements pour les éphémères, etc. On demande de plus en plus de grande vitesse de déploiement dans toutes les infrastructures. Et pas juste un déploiement, il faut que le déploiement soit dans les normes de sécurité, dans les operation guides, etc. D'où qu'on sert des RSA pour être sûr que l'environnement est considéré comme une application de web ou comme une business. Le côté inside, c'est tout ce qu'on peut collecter. Vraiment, il y a un peu, bon, la recherche de la notion de bit. Donc, on a développé dans le temps de bit et mais on a tous nos drivers de collecte d'informations qui sont déployés partout afin de pouvoir corréler l'information. Je ne ferai pas tout. Naturellement, il y a beaucoup de petits composants qui permettent à l'application de rouler pour pouvoir tout appliquer ça. Et à haut niveau, si on regarde ce qu'on a développé, oui, on a un Elasticsearch Platform.
Dans le monde de l'Elasticsearch, ils parlent de la tâche pour enrichir ou modifier l'information. Nous autres, on a notre propre couche, ça c'est le cas de suivi. On appelle Data Driver. Le but du Data Driver, c'est une slide quand on reçoit le data. On enrichit, on contextualise l'information pour aider au machine learning, quand on fait des recherches, pour savoir ce qui se passe. Naturellement, on a un bot. Là, si on voit notre bot de Kafka, notre QA system, il est étendu, notre Kafka est étendu dans toutes les remote sites. C'est un peu pour en écrire, on a une assurance de livraison dans notre Elasticsearch. Et on a deux couches d'enrichissement. On a une couche d'enrichissement à la réception. On a une couche d'enrichissement au cas qu'on écrit. On peut manipuler dépendant où on va enrichir le data, dépendant du contexte. On peut enrichir le data à ce niveau. Leaving the meeting. On met ça dans notre queue, puis après on décide, on met ça dans notre queue. À partir de là, toutes les possibilités d'automate, toute notre plateforme de data, pour interagir avec n'importe quel élément, des machines, ou aider l'opérateur à liguer dans l'information pour aider à avoir l'information. The meeting. Sur les applications complexes, les applications sont déployées souvent de façon distribuée. Un problème, quelqu'un trouve le problème, on ne peut pas demander à un opérateur ou un application admin de se loguer un peu partout. Ma composante A marche-tu, ma composante B marche-tu. Juste faire le tour de toutes les composantes pour que l'application business fonctionne. Ça peut prendre 2 heures, 3 heures. Donc, comment on amène ce diagnostic-là dans un temps pseudo-réel pour voir l'information. C'est un peu la solution qu'on utilise de notre côté. J'aurais aimé faire une démo, mais faire une démo de tout ça, c'est pas toujours, etc. Mais, par contre, la manière aussi qu'on a décidé de déployer, c'est une application en microservice qui est développée en microservice. Et on déploie un stack dédié par l'environnement client. Donc, il n'y a pas juste CJ en mode opérateur. Même le client peut servir de ces données-là pour apprendre, pour mieux stabiliser leurs applications. C'est une question. On peut utiliser Elasticsearch pour faire, par exemple, aller chercher, pomper des données de différentes sources de données. L'Elasticsearch, c'est lui qui part, mais notre data collector, data gatherer. OK, puis ça, il y a une historisation qui est faite. Donc, on peut tout suivre toutes les transactions. Pourquoi on a deux différents? Data driver est plus un receiver. Parce qu'on a quelque chose qu'on veut coder, un genre de métrique, un collecteur. On peut pousser la donnée à data driver. Ou l'inverse, quand c'est plus cédulé, on a aussi un peu un cédulaire qui est un data collector, lui, il fait le tour de tout l'environnement, puis il va chercher les métriques qu'on dit d'aller chercher. Il va les faire gérer par le data driver. Et s'il y a un système qui tombe et qu'on veut compter le nombre de bits qu'on a perdu, puis reprendre les données qui ont été manquées après un certain temps que c'est d'âge. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'il y a une intelligence? Dépendant, ça peut être complexe. C'est sûr que si on prend des données d'applicatif et l'application est down, on va avoir un espace. Mais si on est capable de QO les données, un exemple, c'est une problématique de réseau. OK. C'est une problématique de réseau, on va récupérer les données sur la connectivité. Il peut rattraper, il va rattraper. OK. D'ailleurs, c'est d'une raison, c'est pas pour un exemple de déploiement, on a un déploiement d'un client qui a un data center en Asie, qui a un data center aux États-Unis, au Canada, en Europe. Notre IRSD, c'est pas pour rien qu'il y a le Kafka layer, et lui, toutes les métriques qu'il a. On peut perdre la connectivité, un exemple, avec la OK, on continue de recevoir, on continue de stocker, puis aussitôt que la connectivité est revenue, on réalise l'information. Il y a vu la couche Kafka est un peu pour nous sécuriser la raison de toutes les données. Oui, évidemment, c'est à travers le monde, c'est à travers le réseau. C'est quoi ton impact? Comment tes avis, ton impact? Ben, c'est dur à dire. Quand on collecte juste, je dirais, des métriques de système, l'impact de réseau est assez bas. Mais si on commence à monitorer des applications et même faire des transactions statistiques, etc., on a même un module dans nos RSD, on a un Selenium cluster. On est capable de faire des transactions, des catching, clean output, etc. C'est sûr que quand on commence à faire ça, on est beaucoup plus dépendant de la fréquence
confiance jusqu'au dernier layer. On commence à faire des tests en web, etc. On a une idée de la capacité de puissance qu'on a besoin de transfert. Puis, à un moment donné aussi, c'est une question d'ajustement. Je me suis collecté ce métrique-là à la seconde, versus à la minute. On parle tout un autre. Dans les administrateurs, on va avoir tout en temps réel. Oui, mais d'un autre côté, Surtout quand on fait des replays de transactions, ou qu'on collecte qu'il y a des clients qui ont. Leaving the meeting. Je vais vous donner un exemple, ils ont processé X work order dans la dernière minute. Quand on va chercher ce genre de données-là, c'est sûr que là, le time span va dépendre de c'est quoi la vitesse ou l'incrémenalité qu'on va avoir. The meeting. Absolument, aussitôt qu'on écrit à cette erreur-là, en millisecondes, on peut dans notre classe. OK. OK. Merci Martin, merci. Bon, de toute façon, on va finir un peu plus tôt. Il y a quelques questions. Pour aller dans le sens de votre question, il y a une notion qu'on utilise en architecture qui s'appelle l'observabilité, qui permet à la fois de monitorer l'infrastructure, l'applicatif, mais aussi les réseaux en même temps. C'est-à-dire que tu vois à la fois ton réseau, tes machines et ton application. Ça permet que tu peux faire, tu as un bug là, tu as un truc qui arrive, ou un pic, tu peux aller jusqu'au niveau physique pour voir est-ce que c'est l'infra, est-ce que c'est le réseau qui est coupé, ou est-ce que c'est l'application qui a eu un. Ça, c'est très très bien, c'est-à-dire au niveau de l'interface, tu peux faire plusieurs dashboards. Un dashboard, par exemple, pour l'infra, tu donnes accès aux administrateurs, ils vont contrôler leur infra. Et maintenant, un dashboard applicatif que tu vas donner aux opérations qui vont contrôler l'application. Et toi, en back-end, tu as la vision 360 du ça. C'est vraiment des bonnes approches qu'on arrive à mettre en place en ingérant tout au niveau de l'architecture. Un des faits qu'on a souvent, nous autres, quand on voit quelque chose de comme c'est comment on voit des interdépendances. C'est ça, les objets qui ont été vus dans ce qu'on appelle nous autres une graph correlation, comment on fait un graph correlation dans un point de vue pour voir toutes les anomalies dans cette région-là. Tu vois, par localisation de tu vois par des thresholds de warning, etc. Comment on fait la corrélation de beaucoup de données indépendantes qui ont l'air d'orthogonales chacun, comment on fait le merging. Richard, moi, sur la partie observabilité, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez Elastic pour nos clients. Moi, je passe beaucoup de temps avec les clients au niveau opération. L'histoire qui me revient tout le temps, c'est le fait de dire que c'est un problème quelque part. Quelqu'un vient voir aux opérations et dit il y a un problème, ça ne marche pas, mais c'est pas moi, c'est lui. Alors, c'est évidemment les opérations qui prennent tous leurs produits au niveau APM, au niveau métrique, et ainsi de suite, et qui, indépendamment les uns des autres, vous allez voir à l'intérieur du flag, trouver le problème. Ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour en faire. Et aujourd'hui, avec Elastic, l'idée de pouvoir tout regrouper sur un seul et même cluster, et tout remonter sur un dashboard Shivan. Donc, le fait de pouvoir voir directement, effectivement, d'où vient le problème. Donc, on peut passer plusieurs heures, voire plusieurs jours. On a passé quelques secondes, voire quelques minutes, donc c'est déjà. Et si on va plus loin que ça, on a donc du machine learning sur la search, et on pourrait imaginer mettre en place le machine learning sur l'observabilité, et pouvoir dire attention, il se passe quelque chose qui n'est pas normal, vous allez avoir avant qu'il y ait un impact en production. Et pour moi, la vraie force de l'observabilité, elle est là, c'est de faire être proactif et non pas revenir plus tard quand il y a un problème quelque part. Ça, c'est une introduction, tu dois passer à la quatrième partie. Là, comment on fait? On va passer chez notre collègue de Bell. C'est un peu comment ça marche. OK. Good afternoon, everyone. So I'm bad in my French, so I'm going to switch to English. My name is Gurjot Singh, and I've been working with Bell Business Unit for about 4 years, with Elastic Stack for about 3 years. I work for Bell IT. The Elastic Stack has been grown since I've worked. I joined in the Elastic Stack, which we had was the initial version of 5.6. And by mid of this year, we're planning to upgrade to the new version, which is 7.5. What right now Bell Business Unit is doing with the Elastic Stack, we have separate teams. One of the team is Bell IT, we have Bell Security, we have Bell Mobility. But specifically for Bell IT, we are looking at service provisioning and activation domain. So there's two different domains. You have a service provisioning
and you have a service assurance. So let's say most of the customers here, I don't know who all have Bell Internet at their home. Raise your hand. Okay, good. So, Well, I don't know, but I'm sure there are a lot more at distance. yeah, exactly. Yeah. So the thing is, let's say we have like you want to switch from Videotron to Bell, right? So you let's just assume, okay, switching your internet service, let's say from Virgin Mobile to Bell. Okay, well this. So there's a technician who gets an order. Okay, he comes to your premises. Well, there's an appointment made, right? So he makes sure that whatever internet service you requested for, he comes to your premise and he installs that, right? With installation, there's a huge process that helps in activating that particular service. So that's known as service provisioning and activation. So when I say service provisioning and activation, it goes to different systems. The idea of using Elastic Stack is to monitor that particular order which you requested for using the Elastic Stack, right? So what we know about Elastic monitoring. So we have the data, right? We collect the data, we ship the data, and then obviously we need to do some data processing. We pass the data, so we use Logstash, which is part of ELK Stack, and then we store it in Elasticsearch, and then based on whatever process data we have, we create visualization dashboards, alerts, and machine learning. So right now, the Bell end users, including the VP executives, they are currently, as we speak, are looking into these dashboards because it gives them an overview of what's going on with that particular order, what's the status of that order, has that status got stuck, or it stops the technician to perform his installation. All that has been tracked using those dashboards. And obviously, we have day-to-day alerts. So let's say in morning there's an alert at 8 a.m. That is being sent through the Bell ID saying that, okay, the tech task, basically the number of orders in percentage technician has is around 100%. So he has 100, he has full orders he's supposed to work on. And out of those orders, there are about, let's say, 20% orders that have been stuck. Why? You can do a root cause analysis by looking into those dashboards. So we did make use of the ELK platform, which is Elasticsearch, Logstash, and Kibana, and our dashboard. But there were many challenges which Bell faced, right? One of the challenge was end-to-end view of that specific order, because these dashboards were split by application, right? Let's say we have an application A, application B, and application C. I have 3 different data sources which I'm pulling, I'm processing, and sending, and creating a dashboard. Now, in order to connect the dots, you need to have an overview. That's something which Elastic could not do it. So what we did, we created our own manifest application that basically consumes data from different sources. They all are being sent into a Kafka topic, which is a message string in Kafka. And we have a logic that does an aggregation and compilation based on a unique key across these systems. Okay. Once it's done, it's again sent to the database level. Okay. Now this database is in Oracle, which is a one-stitch data of end to end of that particular work order. Now, once I have that, then it's easy. I just I have a connector, which is a Logstash, reads the data from Oracle, dumps it into Elasticsearch, and then Kibana has a nice fancy visualization that gives you the flags or the dots or what I call them is milestone in order to track that particular order. Okay. Now, the famous visualizations, and it's my favorite, is the time series visual builder, because throughout the day, let's say I want to have a today's report and let's say a weekly report. In weekly report, I can see based on timestamps that what day, what was my specific milestone, and today what is my specific milestone. Let's talk about what these milestones I'm talking about.
let's say a technician has a specific skill code and he's allowed to, he can only install an HSPK, which is Home Hub 3000 modem in a customer premise. Okay, we want to track, let's say, these three: modem activation success versus the attempts. So basically, let's say in downtown Montreal, there were 1,000 orders being requested to do a modem activation. Okay, so that there was supposed to be 1,000 attempts. Out of those 1,000 attempts, how many were success? How many modems actually got activated? So you can see that rate using that manifest in your Kibana, using that dashboard. Then number of pickups. So basically, when an order flows from one system to another system, there might be an error in between. There might be a kick out. Thus, the error is something which we call as kick out. That kick out is sent to another system. So we want to track what that kick out is and where did it occur. The number of kick out that prevents the technician to actually install that modem. That's one of the milestones. Again, using the manifest, we can view in the dashboards. And then number of calls. Let's say a technician was at customer premises. He was installing a modem and he had some issue. He had to do a modem reboot. So he gave a call to one of the call centers that stops his job in order to do modem activation or enable the service. That call tracking is also done using the visualization, right? So these are the milestones, and these were the challenges which individually with us ELK stack we could not. So we had to have a manifest just under the ELK stack in order to do the aggregation and send it to Elasticsearch. Now, this is the main goal for service provisioning and activation. Then there comes another layer, which is a service assurance. Let's say you're already a Bell customer, right? And your internet speed has gone down, right? That's a service assurance issue. Basically, there's some changes done on the network level which needs to be monitored, or there has to be a modem reboot or configuration. That goes through service assurance because it's at the network layer. That's our next scope of what we're going to do, just like what we did for activation. It's going to be an assurance manifest. So in Agist, we have used Elasticstack for a monitoring purpose from one system to another system till the end of the flow. And obviously, based on those visualizations, have machine learning. Now, let me speak about the machine learning plugin, the machine learning feature of Elasticstack. We are currently using 5.6, but like 5.6 version doesn't have a forecasting feature in machine learning, right? So what we do is with what we have existing right now, we are utilizing machine learning in a very efficient way. We are detecting, the machine learning detects anomalies, and at a given day, a given schedule, we are triggering those anomalies to the end user. So that's saying that, okay, there's an anomaly for specific, let's say, a keyword, and that alert is being sent to a webhook, and the webhook is able to trigger another action that helps the end user to say, okay, we need to take an action on that particular system. So we are utilizing machine learning in a very efficient way, and the only thing is we are not able to forecast. With that, that's the reason we are moving into 7.5, which has the added feature of forecasting and also adding calendars. So that's another thing. So that helps in understanding what anomalies are, right? So we did a POC where we used the forecast plus the calendars that helped us help the folks in order to understand why that anomaly right? So Leaving the meeting. in short, that's what Bell IT is working on for now. The risk of shooting myself a little bit, why was Elasticsearch platform used instead of a reporting platform such as Power BI? So right now that question I cannot answer because I joined way after it got introduced. But what I understand is yes, there are tools, open source tools available today outside, right? Even paid. Exactly, yeah. So the thing is,
we already had, we wanted to integrate Kafka. We wanted to integrate a lot more features that Elasticsearch had the capability during that time when 5.6 came in. And it started with a simple use. You have three systems. We want to pull in data. We want to ship it. We want to create good visualizations, have alerts, and that's about it. Okay. There were other tools they were like, why can't we do this in Dynatrace? So what we did is in Bell IT, we have a discrimination. We have boundary here. So we have Dynatrace who does system monitoring. We are not doing any system monitoring. We are doing if you look at this is more business transaction monitoring. Okay, so we wanted to have ELK cluster, and we started with simple: one Elastic node, one Kibana node, one Logstash node. That's about it. We started like that, and we wanted to have business transaction to be monitored very closely with Elasticsearch. It was the features which Elastic had to offer. We were able to use it. None of the other ones were able to. Can you calculate that service level agreement? Yes, service? Yes, so I know that. Not our team is not doing that right now, but I know the network service orchestration NSO Bell NSO team is actually doing something similar like the SLOs. They're calculating SLOs, and I can tell you, if you have the data, you can create the time series visual La conférence. quickly. So I know I've seen the SLO diagram, the reports which are generated for these agreements, but it's very easy to do it using time series visualizer. You can do calculations based on the data you're having within that. You don't have to do. So the good part, if you have an instruction and you have the service level objective, yes, then you can calculate the SLA. That's it. That's it. And this product in the monitoring aspect ecosystem, you can do that, right? Yes, but again, for our business case, that would be that's not our main end goal here for our team itself. There's another team who's actually for service provisioning activation. There's another team, the NSO team, who's actually calculating the service level agreement and FLO on using Elasticsearch. They're using Kubernetes as a stack. They're running ELK using Kubernetes. We are not running Kubernetes. As you can see, it's completely Docker containerized. Okay? Yeah, go ahead. So I'm just wondering and interested in how did you take care of privacy and protection? Yeah, so that's a good point. So we have we're using the Elastic Access Management, okay, and we have hooked up with the Active Directory. Okay, so there's a Bell Active Directory which we have. We have that particular Active Directory configured in the Elastic cluster. So basically, as soon as you get into the Elasticsearch, it prompts allows you to log in with your Bell ID, and then if anyone from CJ who has Bell access would be able to log in, but as a non-admin. So we have different user managements also. You have an admin, you have a non-admin. But if you want to be an admin, if you want to work on these dashboards, you want to work on these alerts, you need to make a request through their group management. And what about data masking? Anything? No, not yet. So we haven't enabled data masking yet. So I want to expand a little bit more on that in terms of the feature of Elastic, in terms of privacy. So we're talking about role-based access control, right? Yeah. User and whatnot, but also it supports attribute-based access control. You can actually tag data sets, and you can say based on this tag, I'm only given access to this particular group or people. Yeah. And then also you can do field and document level security. Yeah, that's right. But right now, the thing is that is going to be implemented only once we upgrade from 5.6 to 7.5. Because there comes, with the new version, you have spaces. Okay? Our UAT, our testing, so that's a production cluster. We have a testing cluster that has 6.8. Okay? So we are looking at the spaces. We are looking more for field-based management. So a user A cannot go to a dashboard A or B, right? So that way they've managed pretty well. So we are good. Once we upgrade that to a new version, we're going to implement that. Yeah, good. But my question is how this technology is linked to or how it helps customer service center when the end user like me calls Bell, is my service any better because
So the one, when you give a call to the call center, okay, they do not have visibility to this. But the guy is behind the field, the operation guys, they have visibility to it. One of the sources from one of the prime from operation has a dashboard that he's looking on daily basis, and he has alerts received based on what action happened. And that's why I'm saying this wasn't the doable only with Elasticsearch. That's why we had to go with this flow, the manifest, where we had flags set on each system, and these flags were compiled together and sent it as a stitched data set. And then that stitched data set was being viewed in Kibana. And that helps the operations team, because actually the operations team are the ones who are working on those alerts or those metrics. And then because they have one-to-one direct relation with technicians. So if a technician is calling, is giving a call to the call assignment, the operation guy gets to know about it. Okay. Thank you, Bujo. Merci. On sera encore là après. Il nous reste à peu près 15 minutes. Alors, l'idée, c'était vraiment d'être à haut niveau. C'est-à-dire de ne pas prendre la technique pour montrer comment on peut utiliser la technologie. On a vu la recherche, on a vu le monitoring business, on a vu le monitoring infra, la sécurité aussi, les aspects. Là, on va faire un petit tour d'horizon avec numérique pour finir, 10 minutes, pour voir ce qu'on n'a pas vu. Mais vous pouvez... L'idée reste la même, et la syntaxe, c'est vraiment une outil avec laquelle les analystes, les architectes, les développeurs peuvent proposer des solutions à leurs clients, ou peuvent développer des autres concepts. C'est l'idée de base qu'on va envoyer, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans la sécurité, on a la possibilité, avec nos effectifs de CGI, d'aller proposer ce type de solutions et d'accompagner nos utilisateurs vers ça. Donnez-les. Alors, bonjour, je ne suis pas francophone, mais je vais essayer, d'accord? De côté sécurité, en fait, on a premièrement la compagnie Endgame, de ce côté-là. Endgame, c'était une compagnie qui était comme la grande compagnie, mais Elastic l'a acheté, ça fait à peu près 3 mois, oui, 3-4 mois, et nous avons acheté Endgame. Endgame, c'était une compagnie de sécurité seulement spécifique pour la sécurité à partir des endpoints. C'est quoi un endpoint? L'endpoint, c'est ton cellulaire, ton laptop, quelque chose qui est dans les endpoints, où les données sont gérées dans le plus haut niveau possible. C'est une compagnie qui est spécifiquement pour ça, et nous l'avons acheté parce que ça complémente beaucoup la plateforme qu'on a déjà. Comme nous avons entendu déjà dans la dernière présentation, on a la plateforme qui est parfaite pour le login, pour la sécurité, tout ça, mais nous avons eu comme un gap pour monitorer toutes les devices qui sont dans les edge. Il y a beaucoup. Toutes les voitures sont connectées maintenant, les ordinateurs sont connectés, les frigos, tout est connecté maintenant. Donc, il y a plein de devices qui sont sur Internet que les attaqueurs ont utilisé pour gagner d'accès, même dans le réseau de ta maison, le réseau de CGI, de n'importe où. Fait que c'est une compagnie qui nous l'a acheté pour faire ça. Alors, maintenant, comment ça marche? C'est qu'on a la plateforme Elastic d'un côté et la plateforme Endgame de l'autre côté. Et maintenant, ça marche comme deux plateformes, comme on peut séparer, mais là, une intégration très forte que notre ingénierie a fait. Mais l'objectif, c'est que dans les prochains mois, on fait comme un merge et on a une seule plateforme pour gérer tout dans la même couche. D'accord? Avec Elasticsearch comme le cœur de tout. C'est comme la chose qui est parfaite de Elasticsearch. On a une seule comme engine pour stocker toutes les données. Elasticsearch reste le seul comme modèle de stockage. Et on a Kibana pour la visualisation. Et pour Kibana, ce que je veux parler maintenant, la nouvelle chose qu'on a de côté Kibana, ça s'appelle LAN. Par exemple, depuis le début, Elasticsearch était comme plus pour les opérateurs, des gens qui connaissent beaucoup l'IT, qui connaissent beaucoup, ok, c'est quoi les logs, si je vais chercher et tout ça. Après, on a comme fait l'introduction du langage SQL pour les analystes qui connaissent SQL quand même. Il y a des personnes qui doivent connaître SQL. Mais qu'est-ce qui se passe avec des personnes qui ne connaissent pas SQL, qui ne sont pas des opérateurs,
mais des personnes d'affaires qui vont avoir accès aux données, ils vont avoir accès aux métriques, ils vont avoir accès à dashboards qui sont comme jolis. Hein. Pour ça, on a ce qu'on appelle LEN, Kibana LEN. Avec Kibana LEN, c'est qu'on fait, on ramasse toutes les données qui sont déjà chez Elasticsearch et nous donne comme une interface dans laquelle c'est vraiment drag and drop. Fait que, imagine que vous décidez, OK, je vais ramasser toutes les données, toutes les transactions d'hier, par exemple. Vous avez toutes les choses ici à côté gauche, et vous pouvez seulement, ici du côté gauche, vous pouvez seulement faire un drag and drop du côté droit, et immédiatement, Ivana va essayer de vous montrer comme les meilleurs graphiques selon le type de données que vous avez sélectionné. En fait, il y a plus de customisation que vous pouvez faire, c'est vrai, mais au début, vous avez une chose qui, à la base, c'est comme suffisant pour vous montrer quelque chose. Ça, c'est une chose intéressante avec Ivana LEN. Je pense que c'est vraiment très important à la partie LEN. En fait, on se rend compte, ces dernières années, que Ivana, c'est souvent un produit qui va revenir avec des questions de nos clients finaux. Alors, ce qu'on fait, c'est parce qu'on travaille sur Ivana. L'avantage de LEN, c'est que n'importe qui peut plus facilement arriver à créer quelque chose, à chercher quelque chose à l'intérieur de l'application. C'est vraiment un bon point positif. Et après ça, on a la partie comme déploiement. Nous avons depuis toujours comme l'option on-prem, bare metal. Tout le monde a déployé Elasticsearch, bare metal, VMware ou quelque chose comme ça. Après, c'est arrivé le cloud, le public cloud, et tout le monde s'en vient vers le public cloud, mais il y a des compagnies qui ne veulent pas comme aller vers le public cloud. Et pour ça, on a un produit qui s'appelle SCE, Elastic Cloud Enterprise, que même vous pouvez le déployer dans le public cloud, mais vous pouvez le déployer même chez vous, dans le data center de vos clients, par exemple. La chose intéressante avec ça, c'est que SCE vous donne comme l'expérience native de cloud informatique, mais dans votre propre data centers. Alors, à partir de ça, nous avons introduit, la semaine dernière, le cloud élastique, mais sur Kubernetes. Et pourquoi est-ce que Kubernetes est important? Parce que maintenant, toutes les compagnies partent de Kubernetes comme la engine d'orchestration pour tous les services. Pourquoi? Parce que je pense que c'est Martin qui a parlé de use case qui était fait 100% microservices, par exemple. Et pour microservices, vous utilisez beaucoup de Docker, par exemple, et ça marche super bien si vous connaissez Docker, mais des fois, comment est-ce que vous gérez plusieurs Docker containers qui sont partout, par exemple? Ça c'est comme la fonction de Kubernetes, et avoir comme une couche qui est en dessous de Docker ou n'importe quelle autre technologie de je ne sais pas comment c'est le mot en français, de containerization, mais c'est ça. Comment? La même chose, c'est exactement. Exactement. Containerisation. Voilà, ça y est. OK. Fait que maintenant, nous avons introduit ça. C'était en plus notre option de déploiement de l'espace élastique avec Kubernetes. C'était super intéressant parce que ça donne plus de flexibilité à les clients de déployer l'élastique on-prem, et puis l'élastique sur le public cloud, déployer l'élastique chez vous, mais on-prem, bare metal, mais aussi avec Kubernetes. Et maintenant, toutes les architectures nous donnent microservices, containers, fait que c'est vraiment intéressant. Peut-être fait en bêta pendant combien de mois? 3-4 mois, mais là, c'est pas 4 mois. Exactement. Fait qu'il y a déjà des clients qui utilisent en bêta, sont déjà installés avec ça, mais il est devenu GA, Generally Available, la semaine dernière. Il y a un client en Montréal qui est en production avec ETK depuis le Alpha. Ouais, exactement. C'est pas conseillé. C'est pas tellement de faire. Non, exactement. Mais maintenant, c'est qui est, fait que maintenant, il y a le support officiel de la barre élastique, fait que c'est recommandé pour les clients bancaires. En fait, c'est comme les photos comme de la plateforme élastique. Si j'ai une seule chose que je voulais avoir dans la tête, c'est que
nous fournit comme 3 solutions plus une plateforme. Fait que 3 solutions, c'est le search, fait que Dominique a parlé, l'observabilité, fait qu'on peut, que vous avez parlé dans le use case de Bell, mais on peut aussi Martin, un peu, et la couche sécurité aussi avec l'acquisition de Engage. Quitte la conférence. Trois choses. Search, observabilité et sécurité avec une seule plateforme qui était Elasticsearch. C'est pour ça que c'est 3 plus 1. Et en fait, on peut le déployer n'importe où. On peut le déployer chez toi, le déployer dans les public clouds, le déployer même bare metal de façon traditionnelle et aussi avec Kubernetes. C'est que c'est une plateforme vraiment flexible avec laquelle vous pouvez faire plusieurs choses du côté login, sécurité et recherche. C'est ce que j'ai. Si vous avez des questions. Par rapport au cloud, depuis le mois dernier, on a une autre cloud hébergée à Montréal. Et ça a été un vrai problème pendant très longtemps que tous nos clients disaient le cloud, on va vers le cloud, c'est super important, on y va. Où sont vos données? Aux États-Unis. Et là, c'est ok, pas intéressé. Donc depuis décembre, on a une offre avec GCP, tous les hébergés à Montréal. Ça, je pense que ça peut être un vrai plus. J'aime bien les slides ici, il y a plusieurs choses que vous pouvez reprendre. Déjà, par rapport à votre question, madame, tout à l'heure, sur est-ce que Elastic devrait améliorer le service clientèle quand on a le Bell. La réponse est oui, ça devrait. Je ne sais pas sur les use en question. Je sais que j'ai beaucoup. Moi, je suis chez Elastic depuis 6 ans maintenant. Donc, j'ai vu quand même pas mal de choses arriver et évoluer dans la compagnie. Et depuis plusieurs années, j'ai des clients, notamment en France, qui me disaient utiliser ça sur le support en interne. Okay, donc, lorsqu'une personne appelle en colère, que ça ne marche pas, avant même de pouvoir avoir expliqué son problème et sa frustration, avec l'autocomplétion qu'a montré Dominique tout à l'heure, l'opérateur pouvait comprendre qui était la personne, quel produit il avait utilisé, où ça avait stoppé, et éventuellement trouver une solution. Donc on est passé de plusieurs minutes de colère, de frustration du client final, à disant, OK, calmez-vous, j'ai compris votre problème, on va pouvoir avancer. Donc la solution est oui, ça pourrait, dans certains cas, effectivement, améliorer le service client. Le slide en haut à gauche me plaît bien aussi, puisque ça va dans la continuité de l'observabilité. Pour moi, si on observe quelque chose et on veut la globalité, on veut tout comprendre. Donc tout à l'heure, je disais, la partie observabilité, pour nous, ça va comprendre tout ce qui est logging, time, APN, et on fait en métriques. Mais derrière, c'est bien, mais ce n'est pas toujours suffisant. Même chose pour la partie sécurité. Pouvoir comprendre ce qui se passe sur le réseau, pouvoir avoir l'endgame, c'est superbe, mais ce n'est pas toujours suffisant. Alors qu'on a vu qu'il y avait un breach, on devrait comprendre jusqu'où est parti le breach. Donc pour moi, la partie observabilité et la partie sécurité sont vraiment complémentaires. Le fait d'avoir tout ça sur la même plateforme, en termes de facilité de recherche, c'est quand même beaucoup plus simple. Oui. Je pense que c'était bon. Dans le code, je suis encore la parole parce que pour la partie intéressante, la partie intéressante, plus intéressant pour tous les membres. Donc aujourd'hui, en fait, on travaille sur un partenariat entre Elasticsearch et CJ, de façon à pouvoir aller ensemble à promouvoir nos produits et votre expertise et les clients en commun qu'on va avoir. Okay, donc pour ça, aujourd'hui, Dominique a eu accès à plusieurs offres de formation qu'on vous donne gratuitement, en fait, au niveau de 2 ou 3 heures, donc différents modules qui peuvent être mis en place très rapidement, très facilement. Et avec la partie partenariat, on est toujours en discussion, je n'ai pas encore les chiffres officiels aujourd'hui, mais on regarde aussi à pouvoir donner à vos consultants certains trainings au niveau ingénieur 1 et 2. De façon à nous pouvoir aller confiants ensemble chez les clients finaux et dire qu'on peut faire un projet de A à Z. En fait, concrètement, c'était pas concret. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on puisse un peu se former tous sur l'outil, que ce soit les analystes, parce que ce qu'il a dit sur l'un, c'est très intéressant. Le use case de base, c'est vraiment vous rentrez chez vous, tous les ordinateurs, si vous avez des tableaux, vous mettez un little bit, et après, vous allez avoir, ou même vos ordinateurs, vos téléphones, et là, vous allez avoir avec l'aide, une semaine, vous aurez, et c'est gratuit, le cloud à 15 jours, faites un compte cloud 15 jours,
Et sur une semaine, vous aurez vraiment des métriques très intéressantes. Si vous allez faire des tableaux de bord, c'est vraiment marrant. Ça dépend. Ok. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, on a obtenu des tickets pour tous les membres CGI déjà, et le logging, voir un peu les trucs fondamentaux, comment ça marche. Donc, si vous voulez, vous faites un mail, on vous enverra les accès. Et on essaie d'obtenir le training Elastic 1 et Elastic 2, ingénieurs. Ça, c'est plus pour les architectes et les développeurs, qui vont accompagner le client jusqu'au bout, jusqu'à la partie déploiement et tout. Et je pense qu'on va l'obtenir, parce que vous avez vu la lettre comme ça. Monsieur, c'est moi qui le c'est une phase que j'ai suivie, qui était payante, ça fait quand même cher. La conférence. Si on peut l'avoir gratuitement pour une cinquantaine de membres, donc n'hésitez pas à déjà envoyer le mail, je peux vous envoyer les codes d'accès pour toutes ces parties-là. Et après, les mêmes, on pourra... Leaving the meeting. Même les analystes, je pense que analyse des développeurs, tout le monde peut, avec un peu de temps, suivre ces trainings-là et avoir une bonne connaissance pour accompagner le client. Si vous permettez, votre Kibana, si vous l'améliorez trop, on met un peu à l'extérieur des besoins de nos clients. Vous l'arrêtez. On va partager les slides avec tout le monde qui était dans l'invitation. Donc, les liens vont être partagés avec tout le monde. J'aimerais remercier vraiment Elasticsearch d'être venu, d'être passé dans nos locaux pour partager ce que vous avez vu aujourd'hui. Dominique, excellent travail pour nous former sur cette technologie. On a la salle pour une autre demi-heure, donc je vous invite à rester, ceux qui ont pas les tâches après, pour parler avec les gens ici. Sinon... Juste avant qu'on parte, juste pour savoir, combien d'entre vous on est exposé Leaving the meeting. Exposé, vous connaissez la technologie. Leaving the meeting. Leaving the meeting. Leaving the meeting. Leaving the meeting. Quitte la conférence. Leaving the meeting. Leaving the meeting. Leaving the meeting.